Je suis Joëlle Tremblay, responsable du pôle d'expertise en transformation technologique et numérique, directrice générale par intérim de Technocompétences et philosophe. Avec le balado Par où on commence, on veut inspirer la réflexion dans tous les secteurs d'activité. Car la transformation technologique et numérique n'est pas réservée aux grandes organisations. Elle est accessible à toutes et à tous quand on sait par où on commence. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Par où on commence. Aujourd'hui, notre invité connaît Québec sur toutes ses facettes. Conseiller municipal et passionné du numérique, maintenant auteur. Pierre-Luc Lachance a piloté plusieurs initiatives pour rapprocher la technologie des citoyennes et des citoyens. Ancien directeur de Québec numérique, il a porté des projets comme le Web à Québec et la Semaine du numérique, faisant rayonner la capitale jusque sur la scène internationale. Pierre-Luc Lachance, bienvenue Par où on commence. Merci beaucoup, Joëlle. Merci. Alors, j'aime bien commencer par le titre de la balado. Alors, selon toi, par où on commence une transformation numérique? Par les processus. Par les processus. On commence par s'attaquer aux processus existants si on veut réussir une transformation numérique. Parce que nécessairement, les processus généralement existants dans une organisation n'ont pas été bâtis avec le numérique en tête. Et dans un domaine, là, on est rendu dans une époque où l'intelligence artificielle est très là. C'est nécessaire de se reposer la question, est-ce que le processus est optimal pour l'expérience usagée qu'on veut offrir? Et justement, nous, comme organisation, par la suite, déterminer le traitement qu'on veut faire de l'information qu'on échange avec notre clientèle. Donc, si on ne commence pas par les processus, nécessairement, on va faire une transformation numérique qui ne sera pas assez efficace, à mon avis. OK. Puis dans ces processus-là, est-ce qu'il y a justement au cœur de ces processus-là les besoins qui sont cachés qu'on pourrait justement bonifier par une transformation numérique? Absolument. Puis c'est là-dedans, justement, qu'on se doit de se questionner. Présentement, on obtient telle information en faisant tel processus. Est-ce que c'est encore utile, cette information-là? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de l'obtenir qui nous évitent d'avoir à redemander au client la 108e fois sa date de naissance et tout, alors qu'il est déjà inscrit peut-être dans une autre banque de données auquel on a accès, de façon légale, bien entendu. Bien sûr. Toujours. mais tout ça pour dire que c'est cette question-là qu'on veut se dire. Et après ça, c'est comment on veut améliorer notre organisation. Parce que une transformation numérique vise, je pense, à faire que notre organisation s'améliore, devienne plus efficace, offre des nouveaux services, offre de la bonification de services existants. Fait que nécessairement, oui, il faut regarder les besoins de notre organisation, il faut regarder les besoins qui évoluent de notre clientèle. La clientèle, ce n'est pas fixe. Hein? Non, jamais. Parlez-en à n'importe quelle entreprise qui se dit « Ah, mon Dieu, pourquoi ma clientèle s'en va? » Peut-être que, justement, il y a une façon de faire des affaires ailleurs qui sont plus faciles. On peut rapidement se donner l'image en tête, toi et moi, parce qu'on a à peu près le même âge. Quand on était jeune et on commençait à sortir dans les bars, rappeler un taxi le soir, c'était compliqué. Hein? La ligne était longtemps engagée à 2h45, 3h. Hein? Mais c'était ça la manière. Puis là, c'était « Oh, on a pogné la ligne! Yes! » Aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu ouvres Uber, même l'industrie du taxi s'est modernisée. Complètement. Ça prend 4 secondes d'écart. Tu sais combien ça va te coûter. Tu sais que tous ces irritants-là qui existaient, aujourd'hui ont été changés grâce à une transformation numérique. Complètement. Puis est-ce que tu dirais, on le sait en fait dans les transformations numériques, il y a nécessairement l'humain aussi qui est là, puis qui est face à une peur du changement qui devient un frein incroyable. Après ça, qu'est-ce qui bloque selon toi vraiment la transformation numérique
au Québec. Après ça, on passera dans l'appareil municipal puis gouvernemental. OK, parce que... On va le séparer. Mon premier réflexe, vu que ça fait 8 ans que je fais de la politique, c'est de penser à ça. Oui. Ce qui limite, je pense, au Québec, c'est nécessairement, puis c'est plate à dire, la langue. La langue est un bloquant, je crois, à réussir à faire une intégration des outils numériques. La majorité des outils numériques sont développés en anglais et tout. Et dans une organisation, c'est pas tout le monde qui a une facilité d'être capable d'utiliser un outil qui n'est pas en français. C'est bien correct, là. C'est juste notre réalité. On est on a tout type d'employés, tu sais. On a des jeunes, on a des personnes plus âgées, des niveaux d'éducation différents. Nécessairement, ça devient un bloquant pour être capable d'intégrer des outils qui, peut-être dans d'autres places au Canada, aux États-Unis et tout, sont plus simples à intégrer parce que c'est la langue maternelle, l'anglais, donc il n'y a pas ce bloquant-là d'intégration. Puis au niveau gouvernemental et municipal, dis-moi. Je suis obligé de te dire la peur. La peur de passer sous le pilori public. Tu sais, on pourrait se parler de satellite, mais n'importe quel... J'en avais une question là-dessus. On en parlera. Oui, OK. Mais premièrement, je pense que c'est la peur du jugement public. Le droit à l'erreur n'existe pas beaucoup lorsqu'on est dans l'appareil public. Les citoyens sont très vite à dire « ça n'a pas de sens » et tout, sans nécessairement comprendre les tenants et aboutissants des choses. Oui. Puis là, on parle de l'innovation numérique. Je dirais innovation au sens large là, dans l'appareil public. Complètement. Donc, cette crainte de l'erreur-là devient un bloquant pour toute personne dans l'organisation qui veut innover parce que tout le monde va dire « Hey, shit, moi, mais s'il arrive telle chose, s'il arrive tel problème, regarde comment ça va sortir médiatiquement. Là, gérer des tempêtes médiatiques, c'est pas le fun. J'en ai eu quelques-unes à gérer. Étant responsable des tempêtes à la Ville de Québec, du déneigement, soyons clairs. Mais tout ça pour dire que moi, ça a été un des gros bloquants que j'ai constaté. Puis il y en a un deuxième, c'est les investissements. Ça coûte quand même des sous faire de la transformation numérique. Ce n'est pas un service direct aux citoyens que les gens disent c'est comme un sauveteur qui regarde la piscine, quelqu'un qui répare la rue. On ne voit pas les effets directement, finalement. C'est ça. Fait souvent, on a de la misère à prioriser cet investissement-là. OK. Est-ce que tu dirais que cette peur-là est générée par une incompréhension de c'est quoi le numérique aussi? Tu parlais de la langue tout à l'heure, mais l'incompréhension des processus ou d'une architecture numérique. Quand on nous vend un projet numérique, le décideur qui est là, peu importe où il est dans l'organisation, est-ce que c'est une organisation privée, voire publique, le manque de maturité numérique fait en sorte que ça génère de la peur et de l'incompréhension sur les bénéfices du projet? Absolument. Puis, tu as utilisé un mot, là, juste ce mot-là fait peur. Architecture. Je le sais. Dans le langage numérique, c'est simple. C'est logique. Mais juste le mot architecture, là, pour quelqu'un qui n'est pas dans ce domaine-là, là, c'est compliqué. Là. Ça veut dire que là, il faut que je fasse des plans, puis là, il faut que ça... Tu sais, on pense à l'architecture de bâtiment. Complètement. Puis il n'y a pas beaucoup des architectes de bâtiments qui existent parce que c'est compliqué de faire un bâtiment comme tel. Fait que nécessairement, notre langage est hermétique, ne permet pas de créer facilement la confiance. Et par le fait qu'on ne réussit pas à créer cette confiance-là, on est peu accessible. Nécessairement, un gestionnaire ou même une équipe va se limiter à dire je ne vais pas aller là. C'est pas simple. Là. Moi, je ne comprends pas ça. Si je ne comprends pas, j'ai peur. J'ai peur. Voilà. Je ne peux pas parler des processus puis je ne peux pas comprendre mes besoins, finalement. Quelle est la plus grande erreur que les organisations commettent? Puis là, l'organisation, je l'ouvre très large. Tu iras où tu veux par rapport à ça. Commettent encore lorsqu'on touche au numérique. Pas nécessairement la transformation, là, mais le numérique. Tu l'as abordé un peu, mais on va creuser cette chose-là. Erreur. Le manque d'objectifs clairs, le manque de définition, tu le disais, toi, de besoins. On voit le numérique autour de nous,
et on comprend pas nécessairement tous les potentiels qui sont amenés, puis on comprend pas comment notre organisation peut en tirer à profit. Donc, on se donne pas les bons objectifs. Et par la suite, arrivent des gens qui maîtrisent le numérique et veulent implanter des solutions dans nos organisations, mais on n'a pas donné les bons objectifs. Non. Puis des fois, eux arrivent avec des solutions préfaites. Oui. Et là, c'est là, comme on dit, que on va le dire en anglais pour être poli, the shit hit the fan. Oui. mais c'est ça pareil, parce qu'on ne s'est pas donné les bons objectifs sur quoi on veut travailler avec nos partenaires numériques. Eux, ils voient des innovations, voient des potentiels, mais ne connaissent pas la culture de l'organisation, ne connaissent pas comment on peut modifier cette culture-là. Oui. Et là, c'est là que c'est difficile. OK. Je vais aller dans d'autres questions que celles que j'ai sur cette page-là. Quel serait le rôle clé que la culture organisationnelle doit jouer pour accompagner l'adoption d'une technologie, peu importe, là, que ce soit une technologie dite numérique d'automatisation ou d'IA ou un système d'IA quelconque? Ben, j'en ai parlé rapidement, le droit à l'erreur. Oui. Déjà, au sein de notre culture organisationnelle, se donner le droit à l'erreur est extrêmement important. Oui. Autre point, je pense qu'il faut mettre de l'avant, c'est que on fait souvent des systèmes pour nous, à l'interne. Alors que des fois, notre objectif, c'est de travailler avec une clientèle externe qui n'est pas dans nos processus directement, qui, elle, a à interagir avec nous une fois par année, 2 fois par... et qui n'est pas habituée à nos codes et tout. Donc, il faut être capable d'avoir l'humilité de se mettre dans la peau de quelqu'un qui commence à interagir avec nous puis de connaître. Et ça, je pense que c'est un élément de culture qu'il faut qu'on sorte justement de notre culture et qu'on se remette dans des yeux nouveaux à interagir avec nous, puis qu'est-ce qu'on peut briser comme friction. Moi, je suis un gros... j'ai fait ma maîtrise là-dessus, là, entre autres, là, avec des journey maps. Oui. Donc, le parcours client à travers certains processus pour identifier les points de friction, puis comment les résoudre. Puis là, après ça, est-ce que le numérique est la bonne solution pour résoudre ce problème-là? Si oui, là, après ça, on commence à penser à ça. OK. Puis, ça commence comment, une transformation numérique? Est-ce que ça commence gros? Est-ce que ça commence petit? Est-ce que ça a une fin, une transformation numérique? Je pense que ça commence petit. Oui. Je pense que ça n'a pas de fin. Et le fait de commencer petit, c'est justement pour être capable de faire de la gestion du changement à l'intérieur de notre organisation. Parce que la transformation numérique, comme on en parlait tantôt, on fait affaire avec à l'interne un paquet d'employés de différents niveaux. Donc, si on arrive avec nécessairement un gros système et tout, on va avoir un blocage du fait que les gens ne sont pas nécessairement à l'aise avec les outils numériques. Là. Puis, je peux t'en parler. Là. Moi, je suis pas super à l'aise. J'ai appris à programmer. Mais quand je suis rentré dans mon organisation à la Ville de Québec, il y a de cela 8 ans, j'ai montré à mes collègues comment travailler en mode collaboratif sur Word. C'est super basique, là. On est loin de la révolution et tout, là. Mais cette maîtrise-là du numérique, là, c'est pas tout le monde là, qui est capable d'aller au-delà de faire de la gestion de courriel. Complètement. Fait que si on arrive avec des nouveaux interfaces, des nouvelles fonctionnalités, qu'on essaie avec des gros cartables de présenter tout ça en formation, c'est plus tout le monde qui a ce niveau de formation-là ou qui est prêt à avoir ce niveau de changement-là. Fait que nécessairement, moi, je pense qu'il faut aller chercher des petits changements, des petites améliorations qui peuvent aider à faire cette transformation-là et dire, ça devient intéressant. Puis, je vais me permettre un exemple personnel. Vas-y. Je ne sais pas si elle va être contente que je parle de ça à 3 jours du mariage, mais ma conjointe, on travaille et je lui disais, as-tu commencé à regarder, à intégrer l'intelligence artificielle dans ton travail? Elle dit non, pas encore. Et tout. J'ai dit, ça te tente-tu qu'on regarde ça? Elle dit, pas tout de suite, là, et tout. Mais moi, je sais que pour son travail, ça pourrait amener quand même une bonification et tout. Puis là, j'ai utilisé quelque chose qu'elle aime, les voyages. Parce que, bon, on a un voyage organisé, étant donné, comme je dis, qu'on se parie. Puis là, je l'ai mis en interaction avec l'intelligence artificielle pour
réfléchir le voyage et tout. Et là, le déclic s'est fait. Oh. Là, parce que j'utilisais ce qu'elle connaissait, ce qu'elle aimait. Oui. Et là, j'ai une petite affaire, là. Il existe des logiciels, des sites web d'intelligence artificielle pour aider à planifier des voyages. Puis là, c'est parti. C'est parti. Moi, j'ai plus rien à faire dans ce voyage-là. Non. Je m'installe, je profite parce que ma conjointe, qui est déjà très bonne là-dedans, est maintenant aidée de l'intelligence artificielle pour devenir encore meilleure. Puis Mais c'est ça. Maintenant, ramenons-le dans une organisation. Là, c'est la même affaire. Quand je vendais des ordinateurs chez Zone à l'Université Laval, je te ramène dans tes souvenirs. Je te ramène dans tes souvenirs. Ouais. Mais quand je vendais des ordinateurs, puis j'avais des gens qui étudiaient en philosophie, des gens qui étudiaient en communication, des gens qui étudiaient en affaires et tout. Moi, j'étais en informatique, fait que j'étais capable de parler de cartes mères, de cartes graphiques, de ci, de ça. Mais les gens sont pas là. Puis là, tu essaies de leur expliquer la différence entre la RAM qu'il y avait, la qualité de la RAM. Non. Moi, je regardais la personne, là, puis on va faire le test ensemble, OK? OK, d'accord. Joël, qu'est-ce qui te passionne, toi, dans la vie, outre que l'informatique? De lire. Lire? Oui. OK. Bon, regarde, ici, là, Joël, là, on a un ordinateur, là. C'est comme si tu lisais Bernard Weber. Tu sais, c'est une lecture qui est accessible quand même, mais qui est réfléchie, qui peut te porter, puis tout, qui t'amène à avoir un bel outil qui est le fun à réfléchir. Cet ordinateur-là, tu vois, c'est plus une BD. L'interface est super simple. Il est limité un peu plus dans ces choses, mais c'est comme une bonne BD. C'est accessible, t'en passes plusieurs et tout, tandis que lui, tu vas être capable de plus plonger, plus travailler un peu plus dans ce que tu as de besoin. Mais le fait de m'adapter à ce que tu connais, les BD, la lecture, là, on aurait pu prendre plein d'autres exemples, là, mais on n'a pas un balado de 6 heures à enregistrer, je pense. Donc, c'est ça. Mais c'est ça qu'il faut qu'on soit capable de faire en transformation numérique et c'est ça qu'une bonne organisation qui accompagne une personne qui a besoin de faire de la transformation numérique doit faire. S'adapter, connaître le langage de cette organisation-là et ensuite de ça, intégrer des changements. Super. Si je te ramène dans un de tes grands projets que tu as fait à la Ville de Québec, que moi j'ai suivi de loin de Montréal, avec beaucoup d'envie de jalousie, c'est-à-dire les parcomètres, en fait, puis le stationnement à Québec. Est-ce que tu voudrais nous parler de ce parcours-là de transformation? Parce que c'est une transformation numérique. Oui. De A à Z. Là, tu veux que je le parte du début? Disons, ça a été quoi les défis majeurs que tu as rencontrés qui sont dans n'importe quel défi de transformation numérique? Parce que ce qu'il a fait est assez exceptionnel. Je ne sais pas si c'est exceptionnel. Je peux te dire, par contre, que c'est très drôle parce que ce dossier-là a commencé, j'ai commencé à travailler dessus avant que je sois élu. C'est vrai? OK, d'accord. Quand je suis rentré en poste à Québec numérique à l'époque, on organisait des hackathons. Oui. Très populaire. On se souvient très bien de cette époque. Oui, quand même. Et il y avait un hackathon qu'un groupe d'étudiants venait de gagner, qui avait été fait en collaboration avec la Ville de Québec à l'époque. Et ce qui était le prix, c'est la Ville de Québec, finalement, avait engagé ces 4 jeunes-là pour développer, parce que les jeunes avaient proposé la gestion, ce qui allait devenir copilote, la première version. Oui. Donc, la gestion du paiement en ligne pour les parcomètres. D'accord. Sauf qu'à cette époque-là, le directeur de la Ville ne pouvait pas engager 4 ressources comme ça sur le fly. Donc, Québec numérique avait dit, moi, je vais les engager comme employés au sein de l'organisation, puis ils vont travailler sur le projet. OK. Donc, quand je suis devenu directeur numérique, je suis devenu le boss de ces 4 employés-là qui travaillaient à développer le projet pour la Ville de Québec. Je comprends. Les années ont passé, copilote a roulé et là, je suis rentré comme élu à la Ville de Québec. Exactement. Et bien là, on s'est rendu compte que ce qu'on avait
mis en place venait en fin de vie. L'application n'avait pas de support, l'interface n'était plus là. On voulait travailler à, par exemple, donner des fonctionnalités comme arrêter le parcomètre et faire que l'argent reste dans notre compte. La révolution! C'est fabuleux. Et ce genre de choses-là, on avait nos bornes à adapter. Donc, là, on a retravaillé justement et en mettant l'expérience usagée au cœur des besoins. Des fois, on n'a pas toujours la même auto. Donc, on va être capable d'avoir plusieurs autos dans notre portefeuille. Oui. On va être capable d'avoir justement la possibilité d'arrêter du temps. On va être capable, là, tu vois, pour les vétérans, et donc les anciens militaires, on a lancé un programme on donnait l'équivalent de 26 $, ce qui représente 8 heures à peu près là, de stationnement gratuit. Les gens ont juste à s'inscrire, puis on verse l'argent virtuel dans leur compte. Fait comme ça, ils vont pouvoir profiter de 8 heures de stationnement gratuit. Mais c'est des choses qui auraient pris des proportions incommensurables à déployer dans le temps. Puis là, maintenant, on fait juste verser de l'argent dans un portefeuille virtuel et on est capable d'offrir du stationnement pour reconnaître tout ce que nos vétérans ont fait pour notre pays. Oui, absolument. Puis, il y a aussi la voiture qui passe dans les rues pour voir ça, c'est complètement... C'est vrai, je parlais à l'usager externe, mais à l'interne, nous, veut pas, nos agents de stationnement, maintenant, leurs voitures ont l'air d'être... entouré de caméras, là. Il y a à peu près 12 caméras par voiture, mais ils peuvent circuler plus facilement justement dans la rue. Ça scanne les plaques nécessairement parce que maintenant le paiement se fait en insérant son numéro de plaque. On est capable tout de suite de savoir si le paiement est en cours. Donc, on diminue le temps de traitement versus ce qu'il y avait à faire dans le passé, de les regarder s'il y avait un petit billet, à quelle heure c'était, il reste combien de temps, blablabla. Maintenant, nous, le conducteur roule. Oh! Il y a une plaque qui n'est pas payée. Revalide, met une contravention. Voilà. Qui peut couvrir pas mal plus de territoire. On n'a pas besoin d'ajouter de ressources humaines, de rajouter des véhicules et tout. Donc, on diminue aussi la pollution et le travail se fait. C'est cool parce que en fait, la solution de l'extérieur paraît vraiment géniale, mais je suis sûre que tu as eu de la gestion du changement à faire. Il y a dû avoir des levées de boucliers de la part des citoyens de la Ville de Québec. Il y avait des craintes. Il y avait des craintes. Ben oui, parce qu'il y en a qui étaient persuadés que parce qu'on allait faire un contrôle avec des caméras sur des plaques, que là, on allait pouvoir faire de la surveillance de masse. Je comprends. Puis là, savoir qui est stationné où, quand et tout. Puis là, j'étais comme, vous savez que présentement, vous pouvez marcher dans la rue et voir la plaque de quelqu'un et savoir que cette auto-là est stationnée là, puis de comprendre qui est là. Et là, il a fallu rassurer des gens, mais ça montre de où certaines personnes passent. Parce que la plaque est publique, là, on la voit là, dans la rue. Mais pour des gens, parce que là, c'était capté par une caméra, parce que ça devenait une attaque à leur liberté. Puis je pense, mais là, je ne me souviens plus du nombre de temps que vous avez rendu, en fait, tous les stationnements gratuits, le temps d'implanter tout ça. Ça a pris combien de temps? 6 semaines qu'on a fait du stationnement gratuit. Puis justement, on avait mis aussi des agents. Un peu comme quand Desjardins a rentré dans les caisses pop, les guichets. Oui. Hein? Il y avait une madame qui était à côté. Je dis une madame, c'était peut-être un monsieur aussi, là, mais il y avait quelqu'un qui était à côté du guichet pour accompagner la personne à faire ses transactions au début. Exact. On a fait la même chose. On a mis des gens dans nos rues commerçantes pour montrer comment ça marchait, télécharger la nouvelle application. Et je peux dire que c'était un succès parce qu'on a, en 1 an, beaucoup plus de téléchargements. Je pense que c'est 1,5 fois de plus de téléchargements que l'ancienne application qui était là pendant 8 ans. Ah, quand même. En tout et partout, là. Fait qu'en 1 an, on a récupéré 8 ans de... Wow! Pas pire. C'est quand même bon. On est content. C'est fou! Fait que là, qu'est-ce qui... on a parlé de cas concrets puis tout ça, mais c'est quoi l'obstacle inattendu qui revient le plus souvent quand on parle de transformation numérique? L'obstacle qu'on a à l'interne d'une organisation, je dirais, c'est... comme je disais, on pense que tout le monde est bon en numérique, mais c'est loin d'être le cas. On pense que
la sécurité, c'est quelque chose d'acquis quand on n'a pas eu de problème de sécurité. Ah, tu veux dire la cybersécurité? Mon Dieu. Mais nécessairement, aujourd'hui, de faire la gestion des données dans le cadre de la loi 25, dans le respect de tous les protocoles et tout, c'est pas simple. Nous, à la Ville de Québec, on s'est donné une vision de l'information stratégique qui vient cadrer un peu les grands paramètres. Ensuite de ça, on a des politiques administratives pour chacun des responsables. On a identifié dans chacun des services des détenteurs de données pour être capable d'avoir des personnes qui sont proches du terrain puis de déceler les problèmes rapidement s'il arrive quoi que ce soit. Oui. Mais la gestion de l'information et la cybersécurité qui en découle, c'est quelque chose qu'on sous-estime. Grandement. Oui. Fait que pour moi, ça, là, je dirais que c'est quelque chose que si on n'est pas dans le domaine, on va dire, on va mettre un pare-feu, va être réglé. Là. Ouais. On a senti le François Pérusse. Oui. Un skidoo, on peut-tu mettre ça dans le cours en avant? Ça trahit bien notre âge, je trouve. C'est très bien, Pierre-Luc, que notre économie au Québec est une économie de très petites entreprises et de PME. Oui. Est-ce qu'un virage numérique est accessible à ce type d'organisation-là? Parce que, bon, toi, tu as évolué effectivement à Québec numérique, chez Zone à l'Université Laval ou encore à la Ville de Québec. Mais est-ce que ces projets-là, puisqu'ils coûtent quand même assez cher, sont accessibles à ce type d'organisation-là? En fait, ils vont coûter cher s'ils sont mal réfléchis avant. OK. Si on prend le temps, avant de justement rentrer des consultants, finir et tout, dans le processus, de réfléchir nos besoins, réfléchir notre expérience client, c'est toutes des choses que... Nos processus. On peut faire à l'interne. Oui. À condition d'accepter, de travailler et de se challenger entre nous. Mais si on fait tout ce travail-là en amont, ça ne coûtera pas cher. Okay. Et plus... justement, dans une petite organisation, je pense, plus c'est facile d'avoir les personnes autour de la table pour évaluer ces processus-là, bien, nécessairement, je pense que pour nos PME, on a le meilleur tissu économique pour être capable d'innover. Oui. Le défi, c'est souvent le fondateur, s'il est encore dans l'organisation, lui, il a fondé en faisant telle chose. Fait que d'y arriver et dire « Ouais, il faudrait que tu changes », ça peut brusquer. Fait que là, c'est là qu'il faut qu'on fasse de la gestion d'ego. Gestion d'ego qui revient aussi dans les grandes organisations. Exactement. La même chose. La même chose. Fait que nécessairement, faut amener ces gens-là à se remettre dans les bottes qu'ils avaient lorsqu'ils ont fondé leur entreprise. Ah, c'est intéressant ce retour-là historique, finalement. Ils ont fondé une entreprise parce qu'il y avait un problème. Ben oui. Ils ont voulu régler ce problème-là. Oui. Ils sont arrivés avec telle solution. Oui. Super. Ça a marché pendant 5 ans, 10 ans, peu importe. Aujourd'hui, le problème a évolué. Il n'est plus nécessairement le même qu'au début. Oui. Il faut faire évoluer l'entreprise si on veut continuer à être pertinent dans le tissu économique. Ramenons le fondateur dans ses bottes d'entrepreneur, d'innovateur. Wow! Fait qu'à la lumière, justement, du scandale de sa clique qu'on a parlé tout à l'heure, qu'est-ce que ça fait? En large, hein? Je trouve qu'on a passé beaucoup de temps sur ça. Pas ici. Pas ici. Pas lors de cette balado. Non. Selon toi, là, qu'est-ce que ça révèle, cet échec-là, sur la gouvernance des projets numériques au Québec? Ça révèle un problème de gouvernance. Oui. Ça révèle, parce que justement, il y a du moins des témoignages que j'entends. Je n'étais pas impliqué à quoi que ce soit, mais des témoignages que j'entends, je sens qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant de qu'est-ce que devait être cette transformation-là et ne jouaient pas bien leur rôle de gouvernance en position d'autorité. Oui. Par la suite est arrivé un problème de confiance entre les individus. Soit il y avait trop de confiance avec parce qu'on ne comprend pas. Et au lieu de poser des questions parce qu'on dit peut-être avoir l'air un peu, on dit ça va y aller. Et
on ne réussit pas à avoir le bon niveau après ça de questionnement. Et ça brise la confiance, justement, parce que là, après ça, malgré qu'il y a des gens à l'interne qui disaient qu'il y avait des problèmes, cette information-là ne remontait pas parce qu'on ne voulait pas avoir l'air mauvais devant les autorités. Et on n'était pas capable d'accepter de façon humble, je reviens avec le concept d'humilité. Complètement. Et de dire, on est peut-être mieux de ralentir le déploiement de ça, on est peut-être mieux de travailler à corriger ces problèmes-là. Oui. Puis c'est drôle parce que juste avant de rentrer en balado, je parlais avec une collègue d'un projet de transformation numérique qu'on est en train de faire à la Ville de Québec. Oui. Et qu'on aurait donc aimé que les choses se concrétisent plus rapidement, mais on a décidé de prendre un petit peu plus de temps parce qu'on avait des doutes en fonction justement des informations qui nous étaient amenées pour dire est-ce qu'il faut qu'on se dépêche à tout de suite lancer tel outil ou on est mieux de prendre quelques temps de plus, se repositionner, valider certaines choses. Oui. Là, nous, on a fait le choix de se repositionner, valider. Okay. Je pense que c'est un choix qui est le fun. Ça aurait été qui est le fun dans la mesure où on a appris de ne pas vouloir avoir l'air... Tu sais, le but, c'est pas d'avoir l'air cool le premier. Non, c'est ça. Quand tu es un organisme public, le but, c'est de garder ta confiance avec tes citoyens et citoyennes. Fait que d'avoir été capable de faire prenons un pas de recul, repensons-y, puis revenons. Moi, je pense que c'est ça qu'on doit apprendre d'un scandale comme Satlic. Puis Satlic, ils ont voulu faire gros en une fois. Peut-être qu'ils auraient pu phaser, segmenter différemment le projet, mais en ajoutant des features, en ajoutant la méthode Lean, en fait, là, qu'on connaît. Absolument. Mais... ils ont voulu faire une grosse révolution, puis ça a fait de patate. Oui. Est-ce que tu penses que le scandale de Satlic, comme d'autres scandales du numérique, justement, c'est par l'incapacité que l'on a ici au Québec, entre autres choses, de faire dans l'itératif, donc de la peur de se tromper, la peur dont tu parlais un peu plus tôt sur la peur des gouvernements, la frayeur qu'il peut y avoir par rapport à ça. On n'a pas cette culture-là de l'itération, là, finalement. Je trouve que c'est vraiment un bon angle que tu apportes, effectivement. La conception de l'itération, le design thinking, d'aller prendre justement les gens directement parce qu'on sent, en tout cas du moins de ce que je peux voir de Satlic, que ça a été piloté par des têtes pensantes puis que le responsable de la relation client n'a pas été impliqué. Le client, en tout cas, je n'ai jamais entendu parler que le client avait été impliqué. Peut-être que j'ai manqué des choses, je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais je n'ai pas vu d'exemple qui m'a montré qu'on avait mis le client au cœur du développement de la solution. Encore une fois, on a passé un système pour nous. Oui, exact. C'est un problème. Oui. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument changer puis que malheureusement est très implanté dans la culture québécoise. Là, donc, il va falloir qu'on travaille ça les prochaines années. Exact. Justement, parlant des prochaines années, est-ce que, puis dans le contexte actuel de 2025, géopolitique et tout ça, qu'est-ce que tu penses de la souveraineté numérique pour le Canada et le Québec? Est-ce que tu penses que c'est une voie d'avenir? Est-ce qu'on devrait aller plus vers des solutions qui sont issues au niveau du national, finalement? Je ne sais pas si on doit aller vers des solutions du national. Je pense qu'on doit nécessairement travailler à faire que nos données soient hébergées sur notre territoire. Ah, c'est intéressant. Pour moi, ce premier geste-là est super important. Pourquoi? Parce que, justement, les flux de données, on ne sait jamais comment ils sont traités dans d'autres pays. Okay. Est-ce qu'il y a de l'observation qui se fait sur n'importe quel flux qui rentre et sort de telle solution? Complètement. Fait que la solution comme telle, je dirais, c'est une chose. Ouais. J'espère qu'on travaille plus avec des solutions développées au Québec. J'aimerais donc, un de mes souhaits dans la vie aurait été de faire que les villes travaillent de concert ensemble à développer des solutions numériques communes plutôt que de justement travailler chacun de leur bord à avoir leur propre système de gestion de permis, gestion de ci et gestion de rôle d'évaluation. Tu sais,
à la base, on fait toute l'évaluation, on doit tout faire de l'auscultation de rue, mais on paye des partenaires externes pour gérer les solutions. Puis là, notre façon d'ausculter les rues n'est pas la même que Trois-Rivières parce qu'on n'a pas le même outil. Mais au final, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est de réparer une nid de poule puis que ça marche le plus vite possible. C'est ça. Puis vous avez la même législation aussi, de toute façon. C'est ça. Donc, moi, je pense que les solutions, comme je te dis, c'est le fun si elles sont développées au Québec. Oui. C'est le fun si ces solutions-là réussissent à s'exporter. Mais je disais, un des mots qui m'a le plus horripilé quand j'ai été élu, c'est entendre des gens qui venaient d'entreprises et dire « on a une solution toute prête pour ça ». Non, tu n'as pas une solution toute prête pour ça. Non, c'est ça. Si tu penses arriver puis faire un plug and play dans une organisation publique et tout, ça ne se peut pas. Est-ce que tu as une solution vanille qui peut être paramétrée pour qu'on soit capable de réussir à atteindre nos objectifs? Super. Ouais. Mais c'est pas vrai que ta solution va être de bout en bout. Fait que la souveraineté numérique, je l'aborde aussi sur cette capacité-là d'avoir des outils qui nous permettent des outils vanille qui nous permettent d'avoir des paramètres particuliers. Mais je pense qu'à la base, il faut aussi se protéger au niveau des données, puis assurer la confiance avec nos citoyens sur la gestion de leurs données. Absolument. Tu as parlé beaucoup de tes expériences, riches expériences en transformation numérique. Mais toi, en tant que Pierre-Luc Lachance, y a-tu une transformation numérique que pour toi, là, c'est vraiment inspirant puis que c'est comme ton étoile que tu veux suivre là, pour ta carrière future, finalement? Au sens large, j'avouerais que j'ai beaucoup d'inspiration que je regarde. Puis là, je m'intéresse de plus en plus à l'IA. C'est quelque chose... C'est drôle, en 2002, j'apprenais à programmer à l'Université Laval puis j'avais un cours sur l'IA. Ça a changé un petit peu depuis. Légèrement. Mais je m'y intéresse beaucoup justement sur cette transformation-là, sur comment on s'en fait un outil de travail personnel. Bon, je suis un geek de formation, avec des gros guillemets. Jarvis avec Iron Man, d'avoir un assistant qui est capable de nous appuyer sur devenir plus performant sur tout. Je vois beaucoup justement avec l'intelligence agentique certains éléments. Bon, ça manque de lien, ça manque de fini. Présentement, je dis souvent cet exemple-là, c'est que l'intelligence artificielle qu'on a à date, c'est un bon stagiaire. C'est le niveau d'avoir un bon stagiaire avec nous. Mais il faut tout revérifier son travail. Un stagiaire, là, c'est normal, il est en apprentissage et tout. Donc, j'ai hâte qu'on aille justement le step de plus puis qu'on puisse avoir une intégration d'intelligence artificielle qui se fait pour bonifier le travail qu'on a à faire. Et je ne pense pas que l'intelligence artificielle va remplacer toute la... Il y a des gens qui disent « Oh mon Dieu, on n'aura plus de comptable dans l'avenir parce que toute l'intelligence artificielle... » Non. Le comptable a besoin peut se faire aider par l'intelligence artificielle pour être capable d'adapter son travail aux besoins que tu as. Même chose avec un chirurgien qui a une expertise, qui développe une expertise qui a besoin d'apprendre à faire son travail, mais que l'intelligence artificielle va venir bonifier pour faire des détections de problèmes puis opérer la meilleure opération. Je le vois aussi beaucoup dans la dynamique qu'on a justement comme ville à interagir avec le citoyen. Tu sais, présentement, on a des centres d'appel. On reçoit à la Ville de Québec plus de 400 000 requêtes par année au 3-1 qu'on appelle. Et ça prend du staff pour gérer ça. Absolument. Je me dis, si on avait une intelligence artificielle qui est capable de faire un premier traitement de cette clientèle-là puis diminuer la pression... au bon endroit. Exactement, puis être accompagné par la suite. Fait que moi, je vois vraiment que l'intelligence artificielle et la transformation numérique sur laquelle je veux le plus travailler, mais toujours en ayant en réflexion l'expérience citoyenne. Puis on le voit
l'intégration de l'intelligence artificielle, beaucoup de gens ont peur de ça, entre autres au niveau de l'éducation. Oui. Parce que là, les jeunes se reposent sur faire leurs travaux, faire leurs trucs par l'intelligence artificielle. Oui. Les professeurs ne sont pas nécessairement bien outillés pour être capables de détecter les problèmes. C'est la même chose dans le milieu du travail. Bien sûr. Fait que si on n'a pas une bonne façon d'éduquer l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est sûr que des patrons vont se faire dépasser et vont se faire remplir de, malheureusement, désolé du mot, bullshit, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir faire une utilisation, je dirais pas éthique, et pas poétique. Non. Éthique. Pas éthique. de l'intelligence artificielle. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il va falloir travailler. À éduquer les gens à utiliser l'intelligence artificielle pour se doter d'outils pour être plus performants, mais continuer d'être bons dans ce qu'ils sont. Oui. Plus. Donc, à utiliser l'intelligence artificielle dite responsable, finalement. Oui, avoir une intelligence artificielle responsable, avoir une intelligence artificielle sur laquelle, justement, on est capable de se reposer pour faire de l'aide à la décision. Ça, c'est quelque chose... à la Ville de Québec, je ne sais pas si tu as entendu parler qu'on avait intégré le projet de Google Greenlight. Ah oui, qui aide un peu à détecter les problématiques de circulation, les bouchons, et nous aider à revoir de la programmation de feux de circulation pour aider à amener la fluidité. Oui. Bien ça, ce que Google Greenlight fait, là, c'est qu'il analyse ces flux de circulation, analyse notre programmation de feux de circulation, puis il nous dit « Ah, vous serez mieux de changer de 3 secondes, telle chose. » Mais on a des professionnels qui repassent dessus pour... je ne peux pas changer le cycle de 3 secondes parce que ça va diminuer le cycle des piétons, puis j'ai besoin que les piétons aient 28 secondes pour traverser la rue, parce que sinon, ils ne réussiront pas à traverser la rue, fait que je vais créer un enjeu de sécurité. Complètement. Fait que c'est cette espèce de processus-là de suggestion, d'idées, de bande C un peu, d'avoir... mais il faut que, justement, on soit capable d'avoir le processus de décision au final qui revient à l'humain. Puis on se souviendra qu'à Québec, on peut traverser en diagonale aussi sur les blagues. Techniquement, non. Mais je sais. Mais la programmation des feux de circulation fait que tout est bloqué en tout temps. C'est ça, exactement. Écoute, Pierre-Luc, on serait rendu à ma dernière section. OK. Préférée, en fait, entre autres, de la balado, c'est les questions à répondre en un seul mot. Es-tu prêt? Oui. Yes. Qualifie la transformation numérique au Québec en un seul mot. Laborieuse. La clé du succès d'une transformation numérique. Confiance. L'avenir du numérique au Québec. Radieux. La compétence la plus urgente à développer. C'est 2 mots. Tu peux prendre 2 mots si tu veux. Pensée complexe. Ouh, j'adore. Ta plus grande inspiration en transformation numérique. Inspiration, transformation numérique. Oh, ça va être une bonne. Une bonne, hein? Ouais. Prends ton temps. C'est Tallinn, en Estonie. OK. Ce que les organisations oublient trop souvent. Les usagers. Le plus gros risque d'une transformation numérique? L'ego. La meilleure façon de prévenir un échec en numérique? L'humilité. Et la dernière question, par où on commence une transformation numérique? En un mot. En un mot. Je dirais en un mot. Oh, c'est plus dur que je pensais en un mot, la transformation numérique en un mot. Oui. Essayer. Pierre-Luc Lachance, merci beaucoup. Ça fait plaisir.